Eh bien voilà, il est 8h48 sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur noir Dana Picard, anciennement, on va dire, président d'honneur du Mahon Lev, et pour parler de deux sujets. D'abord, on va dire de ce colloque ou de cette soirée qu'il organise dans le cadre des soirées de Torah et Mada. Cette année, eh bien, ce colloque se rapportera à un sujet bien spécifique, la refoua et la halacha, la médecine et la halacha. C'est un sujet bien entendu extrêmement vaste et passionnant. Il y a plusieurs intervenants de très haute qualité comme le Rav Tzvi Rimon, comme le professeur, le Rav Yigal Shafran, qui est, on va dire, l'une des sommités mondiales dans ce domaine. Également le Rosh Mahon Somet, Menachem Perl, le docteur Gilles Morali, et vous serez bien entendu le professeur Dana Picard, également un des intervenants dans ce colloque que vous organisez. Alors, sur quoi vous avez voulu insister cette année sur la refoua et la halacha? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on pense Torah et sciences, beaucoup de personnes réfléchissent et s'occupent plutôt de la philosophie générale de Torah et sciences, ce qui est en soi parfaitement important. Mais d'un autre côté, il faut aussi apporter des informations et une étude précise, domaine par domaine. Et donc, à peu près une fois par an, nous organisons une soirée en collaboration avec le MEDIF, dans lesquels les sujets sont des sujets médicaux. Ça nous arrive de faire des soirées sur d'autres sujets. Il faut souligner, puisque nous sommes ici sur une radio francophone, que c'est en collaboration étroite avec le MEDIF, qui est l'organisation des médecins israéliens francophones. Voilà. En fait, on l'appelle comme ça, mais sont membres de cette association toutes les personnes qui sont des professionnels de santé. Voilà. Donc on va y trouver aussi des infirmières, des dentistes, et toutes les autres professionnels de santé sont représentés dans le MEDIF. Et nous collaborons depuis des années. Donc chaque fois, au moins une fois par an, nous faisons une soirée ensemble. D'autre part, la chaire de Torah et Sciences organise aussi des soirées sur d'autres sujets. L'année dernière, nous avons eu l'occasion d'avoir une soirée sur l'exploration spatiale. Nous avons fait ça au Ternion, en collaboration avec le Rav du Ternion et avec le Rav Zini. Ces soirées-là sont destinées à présenter à un grand public ce que l'on peut appeler effectivement un domaine tout à fait particulier. C'est d'ailleurs pour cela, j'en profite pour le rappeler, qu'il y a un an, en collaboration avec le docteur Morali, nous avons été ce qu'on appelle en anglais editors d'un livre de Torah et Sciences que nous avons appelé la Da'at Ba'aretz Darkecha, pour montrer qu'on peut découvrir les voies de Dieu sur cette terre, et dans lequel nous nous sommes attelés avec d'autres personnes qui ont chacun écrit un chapitre, à montrer que la philosophie générale de Torah et Sciences, cette unité qui est dans le monde d'Akadosh Baruch Hu est un, n'est pas seulement réservée à quelque chose de très pointilleux, de très précis, mais que c'est quelque chose qui s'étend sur tous les domaines de la connaissance. Alors je vois parmi les sujets qui vont être évoqués donc, lors de ce colloque, on voit le problème de la douleur par rapport à la halacha. C'est véritablement c'est une question que l'on se pose. Alors je ne veux pas, vous n'êtes pas vous-même médecin, mais vous avez une certaine connaissance. C'est un sujet important. C'est important de parler de la douleur, de savoir mesurer la douleur. Jusqu'à quel point, par exemple, on doit prendre un médicament ou on ne peut pas prendre un médicament par rapport à la douleur. Cette douleur, par exemple, le Shabbat, c'est très courant. Il y a une halakha qui est plus ou moins précise, on va dire assez précise, qui dit si ça doit entraver le Oneg Shabbat, eh bien alors on peut peut-être prendre un médicament. Je ne suis pas possèque, bien entendu, mais effectivement, c'est omniprésent dans la vie de tous les jours, cette question-là. Absolument, c'est une question qui apparaît déjà dans la Gemara pour savoir ce qui est permis de faire ou pas un Shabbat ou un jour de fête, avec les questions de ce qu'on appelle Shrikat Samemanim, est-ce qu'on a le droit de préparer les médicaments. Les questions se répercutent dans le monde d'aujourd'hui où on ne prépare plus les médicaments comme on les préparait avant. C'est plus à la maison avec ce petit ustensile que vous avez certainement connu, qui était souvent fait en laiton avec son pilon pour préparer les choses. J'ai même pas connu ça. Moi, je l'ai connu comme objet, je ne veux pas dire de musée, mais presque,
risque. Mais la question de la douleur en médecine est très très étudiée ces derniers temps, avec tout un tas de méthodes pour essayer d'évacuer la douleur. Je ne sais pas exactement ce que va présenter le Rav Shafran, mais il y a ceux qui attaquent la douleur par des méthodes chimiques, il y a ceux qui l'attaquent à travers la sophrologie ou l'hypnose. Donc, alors ce colloque aura lieu, donc, il faut le souligner, donc ce dimanche, le 21 octobre. À partir de quelle heure? À partir de 19h30, donc au Machon Lev, Rehov Avad Aleumi, dans le quartier de Givat Mordechai à Jérusalem. Alors, vous m'avez donné le programme de ce colloque, et je constate que la cathédrale, la chaire d'éducation du Machon Lev, dont vous avez été le président pendant plusieurs années, pour l'éducation, les mathématiques et le judaïsme, porte le nom de vos parents, Roland et Astrid Dana Picard. Comment ça s'est fait? C'est tout à fait... ça a été une surprise pour moi, en fait. Assez rare, quand même. Oui, c'est très rare. Ça a été une grande surprise pour moi. Lorsque j'ai terminé mon mandat de président, le président du conseil d'administration m'a dit « Je veux créer une chaire pour que tu aies un cadre et un financement pour tes recherches ». Je l'ai déjà remercié très fortement pour cela, mais je me suis dit, cette personne ne met jamais son nom nulle part. Donc il va me demander de lui indiquer le nom d'un grand rave qui s'est occupé de sciences ou d'une grande personne du monde scientifique, dans le monde juif. Et moi, j'ai commencé à réfléchir. Mais 3 jours plus tard, il est venu dans mon bureau. Il m'a dit, j'ai pris une décision, la chaire portera le nom de tes parents. C'est un honneur extrêmement grand, et ce qui m'a permis, d'une part, lors de l'inauguration de la chaire, de faire une soirée en l'honneur de mes parents, en mémoire de mes parents, de présenter ce qu'ils ont fait, quelle a été leur vie, quelle a été leur action. Et d'autre part, le fait que leur nom soit rappelé de façon régulière. Dans une si belle institution. Voilà. C'est l'occasion pour nous de vous poser la question. Il y a toujours autant d'élèves francophones au Machon Lev. De plus en plus. Ça veut dire, on peut les chiffrer à combien il y en a aujourd'hui? Par centaines. Oui. Probablement en nombre absolu, nous avons le plus grand nombre d'élèves francophones qui arrivent chaque année. Donc, par rapport aux autres institutions donc du le pays. Machon Lev reste extrêmement prisé par les élèves, ceux qui souhaitent après faire des études supérieures, en particulier dans le domaine des technologies, des hautes technologies. Tout à fait. Et c'est d'autant plus remarquable que nous n'avons pas de présence permanente à Paris ou dans d'autres villes de France, mais que ce sont du bouche à l'oreille. Ce que l'on appelle en français des shlichim qui vont, mais effectivement le bouche à oreille fonctionne. Et quand il m'arrive d'être à Paris, de rencontrer des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, dès qu'ils entendent parler Machon Lev, ils me disent « Ah oui, je connais très bien, j'ai envoyé mes enfants, mon fils arrive là-bas, j'étais à Paris il y a 2-3 semaines, pour de mauvaises raisons, mais j'ai rencontré quelqu'un à la synagogue de Chaslou-Loba le Shabbat matin, on m'a présenté à quelques personnes, et l'un d'entre eux m'a dit « Eh bien, mon fils commence ses études là maintenant au Machon Lev. » Je lui ai demandé dans quel domaine, il m'a indiqué dans quel département. Et je lui ai dit, il y a de fortes chances qu'il tombe sur moi lundi prochain. Cool. Et effectivement, le lundi d'après, j'ai donné le premier cours d'une certaine série de cours. Et à la fin, un garçon est venu vers moi, il m'a dit, c'est à mon père que vous avez parlé. C'est ça. Donc c'est important de le souligner, de voir qu'il y a beaucoup d'Aliyah également au Machon Lev. Après avoir parlé justement de ce colloque, de ce qui se passe un peu au Machon Lev, je voudrais que nous revenions, on va dire, à la paracha, comme on le fait traditionnellement le vendredi ici sur Studio Kalita. Un mot de la paracha. Et alors là, cette semaine, bien entendu, la paracha, on peut dire c'est la paracha probablement la plus sioniste, avec le premier Olé Hadash qui fait son Aliyah. C'était pendant longtemps un des Shabbats clés phares de l'agence juive et de l'organisation sioniste mondiale. Alors, l'enseignement, quel est l'enseignement? Est-ce que c'est vous avez choisi un enseignement qui est lié à cet aspect des choses de l'Aliyah d'Avraham Avinu en Eretz Israël? En réalité, je pensais vous aiguiller sur un autre petit point qui est lié à ce dont nous avons parlé avant, Torah et Science, on va y revenir. C'est intéressant. Mais je ne suis pas convaincu que le premier sioniste, c'était effectivement Avraham. J'ai le vague sentiment que le premier sioniste était son père. On a toujours tendance à se déconnecter de lui et à le considérer comme un personnage sinon négatif, au moins secondaire. Mais en réalité, quand il a quitté Ur-Kasdim, les versets de la fin de Parashat Noach, tout disent clairement qu'il est parti de Vayetz Umi Ur-Kasdim, la Leret Artsa Kanaan. Ils n'ont pas fui Ur-Kasdim pour aller n'importe où, mais le but était d'aller en Eretz Kanaan. Mais c'était une aliyah, si je peux me permettre peut-être, c'était une aliyah, on va dire, qui était mue par
la volonté de fuir. C'est certain. De fuir la répression de Nimrod, les fournaises ardentes, etc. Et sans véritablement dimension spirituelle. C'est certain. Et c'est pour ça qu'il s'est arrêté à Haran. Il s'est arrêté parce que son fils habitait à Haran et que son fils l'a convaincu de rester là. Son fils qui habitait là-bas, Nahor, c'était le juif cosmopolite pour qui le Eretz Israël ne représentait pas forcément quelque chose d'important. Mais c'est une des formes de Aliyah. Le Rav Kook, dans une dracha qu'il a donnée en 1933, après la montée de Hitler au pouvoir, a bien expliqué qu'il y avait trois sortes disons ça dans nos mots à nous, trois sortes de Aliyah. Il y a qui correspondent à trois sortes de chauffard. Le grand chauffard, qui est celui vraiment d'une libération. On monte en Israël parce que c'est la terre que Dieu nous a donnée et c'est là que nous devons être et que le peuple juif, sur sa terre, avec sa Torah, peut se développer. Et non seulement peut se développer, mais la nature est comme cela, le peuple juif sur sa terre, avec sa Torah. Mais il y a des personnes qui viennent à cause d'un chauffard moyen. Bon, c'est plus facile ici d'éduquer les enfants, c'est plus facile ici de manger kasher et de respecter Shabbat que de le faire n'importe où ailleurs. Et puis il y a un chauffard qui est ce qu'il appelle un chauffard à Passoul, Shalovde Kochavim. C'est quand on se prend un coup de pied au derrière pour partir. Et malheureusement, ce chauffard-là a commencé à sonner. Cette semaine, j'ai lu un article dans lequel ils interviewaient une mère de famille de Toulouse qui disait clairement qu'ils vont quitter Toulouse parce qu'ils ont peur. Et bon, grâce à Dieu, la majeure partie des gens n'ont pas peur, l'otaguru mipeneish, mais malheureusement cette peur existe et je reconnais que je ne comprends pas ce qui reste. Voilà. On l'a bien compris et c'est vrai certains ont du mal. Alors pour revenir à ce lien avec le thème de ce colloque. C'est pas exactement avec le colloque lui-même, c'est parce que ce n'est pas une question de médecine, mais c'est une réflexion dans la paracha qu'on a devant les yeux pour cette semaine. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Vesamti et zaracha ka'afar haaretz. Et donc ta descendance sera comme la poussière de la terre. Mais ailleurs, il compare le peuple juif aux étoiles et à un autre endroit au sable qui est au bord de la mer. Oui. Alors on connaît les comparaisons que certains chachamim font en disant si le peuple juif se comporte comme il faut, alors nous sommes comparables aux étoiles, et s'il ne se comporte pas comme il faut, nous sommes comparables à la poussière sur laquelle tout le monde marche. Je me permettrai de dire que peut-être que tout le monde marche dessus, mais en définitive, au bout d'un certain temps, la poussière couvre tout le monde. Ouais. Alors, très bien, vous nous avez marché dessus, regardez un peu où sont tous les pays qui nous ont marché dessus. Où est l'Égypte? Où est la Perse? Où est l'Empire romain, où est l'Empire grec, c'est vraiment de la poussière. Et ça m'est arrivé à Rome de voir les restes du palais de l'empereur, et je n'ai pas pu me retenir, je l'ai dit à voix haute, j'ai dit « Regardez où vous êtes » et Am Israël Chai. Alors bon, il y a ces comparaisons-là, effectivement, mais peut-être qu'il y a encore autre chose. Allez regarder le début du Sefer Shemot, dans lequel les Shemot Béné Israël, Rachid lui-même dit, c'est là qu'il faut voir la comparaison avec les étoiles. Les étoiles ont chacune un nom, ont chacune une personnalité très forte, et c'est exactement ce qui se passe avec les Béné Israël. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu nomme les étoiles une à une, il nomme aussi les Béné Israël un à un. C'est l'importance qu'ont les Béné Israël. Un grand astrophysicien français, Hubert Reeves, a un jour écrit un livre qui s'appelle Poussière d'étoiles. Et là-bas, il nous décrit les atomes qui nous composent. Notre corps est composé d'atomes exactement comme toute autre chose dans l'univers. Il dit ces atomes-là sont créés en fait dans le cœur des étoiles. L'hydrogène est transformé en hélium et petit à petit, les choses se transforment par les réactions nucléaires et des réactions de fusion nucléaire. Et comme ça se fabrique l'oxygène et autres. Bon, pour la fabrication des métaux lourds comme l'or ou l'uranium ou autres, c'est probablement dans des étoiles en fin de vie, dans des explosions de supernovas qui fabriquent des étoiles à neutrons. On ne sait pas encore très très bien, mais on cherche ce genre de choses-là. Toujours est-il que nos atomes proviennent probablement d'étoiles. C'est-à-dire qu'en fait, être une poussière d'étoiles, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il vaut mieux être la queue du lion plutôt que la tête du renard. Et être une poussière d'étoile, c'est être une partie de quelque chose de grand. Et dans le peuple juif, même si les gens reçoivent une éducation pour leur apprendre la modestie, malgré tout, il faut aussi savoir, la véritable modestie, c'est de savoir ce que l'on vaut. Et Am Israël, c'est peut-être de la poussière, mais ce n'est pas une poussière sur laquelle on marche tellement souvent et tellement longtemps. Ça finit toujours par se transformer autrement. Am Israël, c'est de la poussière, mais de la poussière d'étoiles. Nous sommes là avec la tête dans les étoiles, avec la tête dans les sphères élevées.
Il y a différentes façons de le voir, mais peut-être qu'on pourra parler de ça une autre fois. Eh bien, merci beaucoup, professeur Nordana Picard, de nous avoir livré cet enseignement Merci de à la vous. paracha de la semaine et nous avoir parlé de Torah et Mada à l'occasion du colloque que vous organisez dimanche soir à Jérusalem au Machon Lev.